Bonjour à tous, 14h05, donc je pense que nous sommes à l'heure et on peut donc commencer. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler du défi à relever, installer une culture de qualité au sein d'une scale-up. Mais peut-être avant de commencer, laissez-moi peut-être me présenter. Donc moi, je suis Farah Chapchoub. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, moi, j'ai été intéressée par la qualité de service et surtout la qualité d'expérience utilisateur depuis mon jeune âge. Et donc, j'ai fait des stages pendant ma licence, puis après, j'ai fait un apprentissage également chez Dassault Systèmes pendant 2 ans autour de la qualité d'expérience utilisateur. Et en 2017, j'ai rejoint le groupe Litchi pour être du coup à la direction de la qualité de service pour 2 entités, MongoPay et Litchi. Litchi, vous connaissez peut-être, donc c'est les cagnottes en ligne, c'est du B2C. Et MongoPay, du coup, un service de paiement, donc B2B. Donc c'est une solution de paiement. Si par exemple vous passez par Vinted ou sur Le Bon Coin, quand vous faites votre achat, toute la partie paiement est gérée par MongoPay. Et donc j'ai fait un chemin sur la qualité de service, sur la direction de la qualité de service dans ces 2 entreprises, jusqu'à il y a 2 mois. Donc je suis partie de MongoPay le mois de juin dernier, pour rejoindre en fait une nouvelle aventure plutôt entrepreneuriale, en étant du coup à la direction des équipes produits pour une entreprise, et plutôt une start-up, on est en cours de création, qui s'appelle Votlab. Déjà, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, mais elle va nous parler de qualité, de produits. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Ce que fait le lien en fait entre la qualité et le produit, c'est cette attention que j'ai eue depuis mon plus jeune âge à la qualité de l'expérience. De se dire pourquoi un utilisateur va utiliser une solution au lieu d'une autre et pourquoi il va rester là et qu'il ne va pas changer. Et en fait, l'expérience utilisateur, en réalité, par sa qualité, c'est ça qui fait que les utilisateurs restent. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai rejoint donc Votlab. Si vous vous intéressez à vous dire qu'est-ce que Votlab, donc Votlab, on est une solution de paiement. On a été créé il y a 1 an. Moi, j'ai rejoint l'aventure il y a 1 mois. Donc, on offre une solution du coup de consultation, que ce soit pour des entreprises ou encore pour des mairies, pour des institutions ou des associations. Donc, pour préparer des votes en ligne, donc électroniques, pour des AG, pour des concertations citoyennes. Donc, si le sujet vous parle, n'hésitez pas à venir m'en parler après ou à me contacter plus tard. Mais sinon, revenons à notre sujet du départ, qui est le défi à relever pour la qualité, pour la culture qualité au sein d'une entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de mon histoire. L'histoire, elle a commencé il y a 4 ans. J'avais 23 ans, je venais de sortir de l'école, et je devais choisir une première expérience professionnelle qui était autre qu'un stage et autre qu'un apprentissage. Et en fait, j'avais 3 critères à l'époque. Le premier, c'était arriver dans un environnement dynamique avec beaucoup d'innovation, parce que c'était ça qui me drivait au quotidien. Et enfin, j'étais également soif d'apprendre, et donc du coup, j'avais envie d'avoir quelqu'un à mes côtés pour pouvoir du coup apprendre de son expérience et de son expertise et grandir avec le temps. Et donc j'ai rejoint MongoPay et Litchi en 2017 pour cette raison-là, avec un manager du coup que j'avais choisi, où je m'étais dit il va pouvoir m'accompagner et que j'allais être bien à ses côtés. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, les choses ne sont jamais comme on les prévoit. 3 mois après que j'ai rejoint MongoPay et Litchi, le manager pour lequel j'avais rejoint l'entreprise m'avait annoncé qu'il partait pour une nouvelle aventure. Et en fait, c'est là où commençait le défi. Donc, en fait, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me réveille le matin, j'ai vraiment besoin d'avoir un objectif pour ma journée. J'ai besoin d'avoir une mission à accomplir pour me dire j'ai réussi ma journée, j'ai fait quelque chose de bien. Et le fait de me dire je n'ai plus cette personne sur laquelle je pouvais compter pour apprendre, ça m'avait un petit peu déroutée. Et donc, la première chose à faire après son départ, c'était surtout avoir le sens de l'orientation pour moi.
En fait, comprendre de nouveau pourquoi j'avais rejoint ces deux entités, MangoPay et Litchi. Qu'est-ce qui faisait qu'en fait, j'avais à rendre la vie des équipes avec lesquelles je travaillais meilleure, que je les aidais au quotidien. Et in fine, surtout, pourquoi l'entreprise avait besoin de moi? Qu'est-ce que j'accomplissais au niveau de l'entreprise? Et donc, là a commencé ma quête. Première phase, apprendre de nouveau. Apprendre de nouveau sur le contexte dans lequel j'étais et observer ce qui était autour de moi. Comme un enfant de 2 ans, quand on ne sait pas des choses, on pose des questions. Et c'est exactement par là où j'ai commencé. Donc je suis allée voir le product owner, les ops, les supports, et j'ai commencé en fait à noter un ensemble de questions à poser à ces personnes-là pour comprendre davantage sur mon métier. Typiquement, pourquoi vous avez besoin de QA? Comment je pourrais vous aider au quotidien? Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus difficile pour vous pour qu'on le surmonte ensemble? Et en fait, j'étais très attentif à cette phase-là. Parce qu'en allant voir les différentes personnes, cela me permettait en réalité de voir comment ils interagissaient avec moi. Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce que le sujet de la qualité de service les intéressait? Ou est-ce que, par exemple, la discussion, elle était finie au bout de 10 minutes parce que la personne ne savait absolument pas ce que c'était la qualité de service? Et j'ai pris des notes tout au long. Donc, cette phase d'apprentissage, elle a duré quelques mois, peut-être 2 ou 3. Et à la fin, je m'en suis sortie avec quelque chose qui était plutôt très intéressant. Le premier, c'est que j'ai réussi à identifier les contextes qui soutenaient le changement. Typiquement, les personnes qui étaient vraiment intéressées à travailler avec moi. Les personnes qui étaient à soif de qualité de service, parce qu'ils avaient énormément de bugs, ils n'arrivaient pas du tout à avoir une productivité, qu'ils savaient ce que c'était, par exemple, avoir des approches de shift left, shift right, qu'ils savaient comment ça se passait aussi la QA. Donc ils étaient extrêmement soif de travailler avec moi. D'autres, pas, mais c'est pas grave, au moins ça m'a permis de le voir. L'autre point, c'est que aussi j'ai pu voir leurs besoins. Savoir si, par exemple, ils avaient plutôt besoin de tests manuels, de tests automatisés. Est-ce que, plutôt, ils avaient besoin de moi pour relire les spécifications? Comment je pouvais les aider? Et en fait, petit à petit, je commençais à prendre une place dans l'entreprise qui était assez centrale. Parce qu'en allant travailler avec les différentes personnes et allant questionner les différentes personnes, le product, il commençait à me dire « Farah, nous avons des problèmes sur les services externes en termes de qualité. Peux-tu, s'il te plaît, voir avec moi, avant même la signature des contrats avec les services externes, s'ils sont bons en termes de qualité ?» Les équipes Ops également, ils ont commencé à venir me voir pour me dire « Farah, on a peut-être des problèmes à chaque fois qu'il y a des nouveaux développements, on n'est pas notifié au bon moment et donc du coup, après, on a des problèmes de qualité de service en production. Peux-tu venir nous notifier pour qu'on puisse rajouter également des indicateurs pour l'observabilité ?» Et donc, ainsi, les choses se sont faites de décembre 2017 jusqu'à mars 2018. Et au mois de août 2018, la fondatrice de MangoPay et Litchi, Céline Lazorte, est venue me voir un jour pour me dire « En fait, Farah, je pense que tu assures totalement un rôle de directeur de pôle. Pourquoi ne pas prendre la direction de ce pôle pour les deux entreprises ?» Ce que je vais vous confier aujourd'hui, c'est qu'à 23 ans, quand on vient tout juste de sortir d'école, on n'est pas forcément confiant à prendre de telles responsabilités. On se pose des questions, on se dit est-ce qu'on est vraiment capable de le faire ou pas? Et moi, mon approche sur le sujet, qui était ma conviction sur le moment et qui reste d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas prendre de grandes responsabilités au sein de l'entité si on n'est pas aligné avec la direction sur la manière d'emmener les choses. Et donc, j'avais répondu à l'époque à Céline, on était au mois d'août, qu'en fait, j'allais proposer une roadmap pour le mois de septembre. Si on allait se mettre d'accord sur cette roadmap, si on avait des points de convergence et qu'on était bien parti pour cette roadmap-là, j'allais accepter du coup ce nouveau défi. Sinon, moi, j'étais de toute manière convaincue, dans ce cas-là, que je n'étais pas la bonne personne pour cette mission. Et c'est donc comme ça qu'a commencé du coup ce processus de prise de leadership sur la qualité de service et surtout la culture de la qualité de service au sein de l'entreprise. Et donc, pour créer cette roadmap en un mois,
il fallait me reposer sur les 8 mois qui se sont déroulés. Le premier, c'était mettre les missions que j'avais recensées auprès de mes collaborateurs dans une feuille qui, du coup, définissait mes missions. Le second, c'était d'adresser une organisation cible qui me permettait, du coup, d'avoir les objectifs que j'allais me mettre. Et puis enfin, du coup, avec les objectifs, l'organisation, les missions, mettre les projets et une timeline, du coup, pour se dire comment on allait avancer sur les sujets au fil du temps pour l'année qui suivait. Mais une roadmap, c'est aussi des objectifs. Et là, vous allez me poser la question, mais Farah, tu nous parles d'objectifs. Comment tu vas mettre tes objectifs? Donc moi, à l'époque, j'avais réagi d'une manière très simple. Le premier point, c'est qu'on avait un time to market, donc le temps entre la spécification et le temps de mise en production. L'entreprise mettait 30 jours en moyenne. Vous imaginez bien 30 jours pour une start-up qui se dit innovante, qui doit être absolument agile et rapide dans sa manière d'aller en production, c'était extrêmement long comme processus de développement. Et donc, je m'étais dit, je vais viser 24 jours de time to market. Le second point, c'est que quand on commence à développer son entreprise et son activité, on commence à avoir de plus en plus de services externes. Et ces services externes-là, leur qualité de service, elle ne dépend pas forcément de nous. Et donc, à l'époque, on avait pas mal de services externes, mais on avait une énorme problématique parce que la manière de gérer, de monitorer, d'assurer que leur qualité de service, elle était à la hauteur de ce qu'on attendait, elle n'était pas la même pour tous ces services-là. On avait quasiment pour 80%, 80-90% de ces services externes, on arrivait à qualifier s'ils nous délivraient des services de bonne qualité. Mais pour le reste, on n'avait pas forcément de process. Et donc là, je m'étais dit, on va aller détecter 100% des problèmes qui viennent de services externes. On va aller se concentrer sur ce sujet-là. Donc, deux objectifs, ça peut être pas assez. Hein. C'est quand même très faible. En fait, le point, c'est que quand on met des objectifs, on n'est pas les seuls à les réaliser. On doit les réaliser avec des équipes, on doit emmener les équipes à travailler avec nous, mais pas que le pôle qualité que j'allais diriger, pour aller à ces objectifs-là. Et donc, il ne fallait pas forcément viser la perfection du jour 1. Typiquement, on avait le time to market à 30 jours, je n'allais pas proposer du continuous delivery. Ça n'allait avoir aucun sens pour l'entreprise. Et le second point, c'était de se dire agir avec surtout des objectifs abordables. Parce que clairement, pour avoir un discours qui arrivait à engager, qui arrivait à convaincre une direction, il fallait être raisonnable pour être pris au sérieux. Sinon, ça n'allait pas être le cas. Donc, les objectifs mis en place, là commence du coup le travail sur cette roadmap du coup que j'avais en tête. Donc, j'ai préparé ma feuille de route et j'ai décidé d'aller dans la phase d'expérimentation. Donc, ce que j'appelle la phase d'expérimentation, c'est que j'ai pris ma feuille de route et je suis allée voir le développeur, le support, le product manager, le product owner, les opérations. Et en fait, l'idée, surtout pour moi, c'était encore une fois de poser mes slides, de mettre au regard des autres la feuille de route, parce que j'avais compris des choses en discutant avec eux, mais peut-être, et même sûrement, j'avais aussi loupé des choses en discutant avec eux que je n'avais pas tout saisi. Et cette phase d'exploration, elle était très intéressante. En réalité, quand on propose cette feuille de route, je commençais à avoir de plus en plus de questions. Des questions qui étaient, par exemple, pourquoi on a fait tel choix, pourquoi on ne fait pas un autre choix. J'avais également des personnes qui n'osaient pas commenter la roadmap, mais je voyais qu'ils n'étaient pas forcément engagés sur cette roadmap-là. Par exemple, je voyais que les personnes, au bout de 5 minutes de mon speech, ils perdaient la concentration, ils regardaient leur téléphone. Ou par exemple, ils haussaient le sourcil parce que j'avais raconté quelque chose qui n'était peut-être pas raisonnable. Et donc pendant tout ce temps-là,
que j'avais cette discussion avec les différents interlocuteurs, je prenais des notes et j'étais attentif. Et à la fin de tout ça, cela m'a permis de réviser mon discours, de revoir ma vision et de récupérer la vision de chacun, ses arguments, ses convictions, et de me les approprier. Mais 3 jours avant de présenter du coup cette roadmap, j'étais vraiment extrêmement flippée d'aller voir un directoire et de dire « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous raconter, s'il vous plaît, validez ma vision ». Et donc, j'avais appelé un ami à l'époque, quelqu'un qui avait largement plus d'expérience que moi, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Dis-moi, si tu étais à ma place et que tu devais faire la même chose, cet exercice, comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu raconterais à ton CEO pour qu'il accepterait ta roadmap ?» Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit « Tu sais, Farah, un CEO, il va être attentif si tu lui apportes quelque chose à son business. Si tu parles son langage, si tu lui dis on va rajouter plus de tests automatisés et que lui, il n'en voit pas le bénéfice pour son business, les tests automatisés, on n'en a pas besoin. Si tu lui dis on en a besoin de plus d'équipes parce qu'on va augmenter la productivité des autres équipes, peut-être qu'il va t'écouter. » Et donc du coup, cette parole m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment avoir une manière d'approcher les choses, de présenter un discours qui va être différente dépendant de l'interlocuteur que nous avons en face. Parce que clairement, nous, les gens de la tech, en tout cas moi, je me vois vraiment quelqu'un de la tech, on connaît très très bien, on sait très très bien parler avec un CTO, avec un développeur, avec un product, mais dès que ça commence à devenir dans le business, en tout cas moi, j'avais beaucoup de mal à faire ça. Et donc, 3 jours avant ce discours, avant cette roadmap, j'avais révisé toute la vision que j'allais proposer pour du coup adapter mon discours et le rendre plus par rapport au business pour que ça parle à mon CEO. Et là, du coup, arrive la phase d'adhésion. Le jour tant attendu. Est-ce que cette roadmap, elle va être validée ou pas? Donc j'arrive, il y avait toute la direction, CPO, CTO, CEO, et j'ai proposé ma roadmap avec une vision à impact pour l'entreprise, bien sûr, des objectifs chiffrés, alignés avec les objectifs de l'entreprise et qui sont timés. Et là, j'ai encore en mémoire des moments où on me posait des questions et je me disais, mais ces questions-là, je les avais déjà eues. Les équipes de ces différentes personnes que j'avais devant moi, je les avais déjà vues. Donc leurs problématiques, je les connais très bien. Mon argumentaire, il est vraiment présent. Je l'ai. Et donc, en plus de ça, en ayant pris le temps, avant d'aller proposer cette roadmap, d'aller voir chacun, je suis arrivée avec une vision qui alignait les différentes visions, qui rassemblait en fait. Et donc, très rapidement, j'ai eu l'adhésion de la direction. Mois de septembre 2018, je prends la direction du pôle qualité pour Litchi et pour MangoPay. Un grand défi quand même pour moi. Et là commence la phase d'exécution. La phase d'exécution dans 2 entités et qui avance à toute vitesse. Dans une entreprise, que ce soit, je pense, une scale-up, une start-up ou une grande entreprise ou une PME, c'est comme la vie, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Vous avez toujours des imprévus, vous avez toujours des choses que vous n'avez pas forcément pensé au départ à faire. Et là, du coup, j'étais confrontée à la vraie vie. La roadmap, elle était là, j'avais une feuille de route, on va dire un socle sur lequel je pouvais suivre la manière de faire les choses, mais il fallait aussi s'adapter. Et là encore, il fallait être attentif aux opportunités. Donc discuter avec chacun, continuer ce que j'avais déjà commencé. Et en décembre 2019, il se passe quelque chose de très très intéressant. On commence à embaucher de plus en plus de products et on commence à avoir de plus en plus de choses qui vont en production assez rapidement. Donc on augmente notre time to market. Par contre, on a un gros problème. Chaque release, on avait un hotfix, minimum 1. Des incidents majeurs, des problèmes
où on en finissait à minuit, 1h du matin, et ça commençait à être vraiment très difficile pour les équipes. Et ça, en fait, c'était un momentum important. Il fallait être attentif. Et là, j'ai vu des équipes qui sont venues me voir pour me dire « Farah, tu nous as parlé dans ta roadmap de choses qui pourraient nous intéresser. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de revoir notre spécification? Qu'est-ce que tu en penses de mettre des choses en place comme du BDD ?» D'ailleurs, petit aparté, on avait déjà de l'automatisation en place. Et donc, du coup, toute l'idée de cette phase d'exécution, c'était surtout de pouvoir être attentif par rapport aux initiatives qui se portaient devant moi, mais surtout ne pas avoir peur de l'échec. Parce que du coup, le plan initial sur lequel je m'étais engagée, ce n'était plus le même. Et là, du coup, je suis allée voir l'équipe du coup, qui est venue me voir. Et au départ, comme je vous racontais, on avait des tests automatisés, mais ces tests automatisés-là arrivaient en bout de chaîne. C'est-à-dire, on faisait les spécifications, on faisait le développement, après le développement, on partait également en production, et si l'automatisation, on a réussi à la faire avant d'aller en production, génial. Sinon, eh ben, on le faisait après. Donc on était plutôt hors process. Première phase, mai 2019. Donc 6 mois après le mois de décembre, j'ai demandé du coup aux équipes au fait qu'on commence à être présent au chiffrage. L'idée était juste être présent. Ne rien faire d'autre, être notifié, être au courant de qu'est-ce qui se passe, de quand est-ce que la feature va sortir, quand est-ce qu'on va commencer son développement. Tout court, rien de plus. Mais bien sûr, on dit toujours ça, je vais juste être présent. Mais c'est pas ça qui se passe en réalité. Quand on est présent, on pose des questions. Et on pose des questions, et ces questions-là commencent à être vraiment très pertinentes. Et les équipes le voient qu'on pose des questions sur les points qui font mal, sur les choses qu'on n'a pas forcément prévues au départ. Et là, les équipes viennent me voir et me disent « Farah, en fait, maintenant, on a envie que vous soyez consultés, que vous donnez votre avis pour chaque ticket, pour chaque spécification, avant même qu'elle passe en production. » On a dit « Bien sûr !» Et donc là, on a commencé à être consultés sur chaque ticket. On faisait nos retours, on disait, par exemple, il manquait certains cas. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas pensé et on risque d'avoir des problèmes en production. Et au fil de l'eau, en fait, plus le temps passait, plus nos questions devenaient pertinentes et plus les équipes nous écoutaient. Jusqu'au mois de décembre 2020. Au mois de décembre 2020, on a eu un grand pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. On est passé d'une phase d'être juste consulté ou notifié, avant même, à avoir une phase où on était décideur. C'est-à-dire les équipes produits et développeurs ont décidé que plus aucune fonctionnalité n'allait développer si ils n'avaient pas l'aval des équipes de qualité. Si les spécifications n'étaient pas revues, si l'automatisation n'était pas faite. Et ça, c'était vraiment un énorme gain pour les équipes et pour l'entreprise. Mais ce que vous pouvez peut-être notifier ici, c'est qu'entre décembre 2018 et décembre 2020, on a passé 2 ans pour mettre ce process en place. 2 ans. Oui, 2 ans, c'est le temps aussi pour éduquer les équipes qui sont autour de nous, mais surtout de nous éduquer. Parce que quand on a commencé au début, en décembre 2018, on s'arrêtait sur tous les détails. On voulait que tout soit parfait. On voulait avoir aucun problème en production. Sauf qu'en fait, les équipes, elles doivent avancer. On a une rapidité, on a des livraisons à faire, on a une entreprise qui doit rouler, on a une productivité. Et donc, du coup, on a aussi compris, pour les équipes QA, qu'il fallait se concentrer sur les problèmes les plus importants. Et en ayant compris ça, les équipes en face ont également compris que les problèmes qu'on leur remontait étaient les plus importants et donc il fallait nous écouter. Et là, du coup, commence la phase d'expansion. Qu'est-ce que la phase d'expansion? La phase d'expansion, c'est quand on commence à avoir des équipes qui sont très bonnes candidates, avec lesquelles ça fonctionne très très bien, où on a partagé une culture, où c'est bon, ils se sont appropriés cette culture, et on passe à
nouvelle étape qui est la création de synergie et l'exploration de nouvelles opportunités ensemble. Et on va commencer à grandir ensemble. Mais comme c'est des très très bons sponsors, parce qu'ils ont réussi leur pari de travailler avec nous, et bien en fait, toutes les équipes maintenant veulent travailler avec nous. Même les équipes qui voulaient absolument pas parler de qualité, quand j'ai rejoint l'entreprise en octobre 2017. Et là, on commençait à avoir de plus en plus de demandes d'installer une culture de qualité au sein des différentes équipes. Mais au-delà de ça, ce qu'il faudrait peut-être garder en tête, c'est que cette réussite d'avoir installé la culture qualité, on ne l'a pas faite toute seule. C'est pas Farah qui l'a faite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire collectivement, les équipes QA, les équipes produits, les équipes support, les équipes ops, les équipes développement. Et moi, j'ai 3 principes avec lesquels j'ai toujours travaillé. Le premier, c'est accompagner et non diriger. Quand on veut dire à quelqu'un, par exemple, de mettre en place des tests automatisés, si la personne n'est absolument pas convaincue, ça ne sert à rien de la diriger, de lui dire il faut absolument que tu mettes en place des tests automatisés de cette manière-là. Il faut peut-être juste faire de la pédagogie, de l'accompagner, de l'écouter, d'être là quand elle aura besoin de faire des tests automatisés, elle viendra nous voir et on les mettra en place. C'est pas grave, ça prendra peut-être plus de temps, mais au moins on le fera sur de bonnes bases. Le second point, c'est influencer au lieu de décider. En fait, je pense qu'à un certain moment, il faut se rendre compte qu'on est tous des adultes et que personne n'aime recevoir des ordres. Personne. Et donc, ça ne sert à rien de décider à la place des autres. Si on avait pris la décision de mettre le time to market du premier jour à 15 jours, ben en fait, on n'allait pas y arriver parce qu'on avait décidé à la place des autres. Eux, peut-être que les 24 jours, ça leur convenait très très bien. Et par contre, si on savait que pour les équipes business, sales, les équipes customer execution, etc., que eux, ça les intéressait vraiment d'avoir plus de productivité parce qu'ils avaient des clients en face qu'ils attendaient ces fonctionnalités-là, ben en fait, il faudrait peut-être aller influencer ensemble pour qu'il y ait une prise de décision collective. Et puis, le dernier point, et peut-être même le plus important, c'est de célébrer les réussites au lieu de les minimiser. Même un petit pas, même le jour où en fait on a juste réussi à aller à une réunion à laquelle on n'y était pas avant, ben, il faut aller et dire c'est génial, aller féliciter les équipes, les encourager et dire que c'est très bien. Il faut toujours voir la partie vraiment remplie du verre pour qu'on arrive à avancer ensemble. Donc voilà, c'était mon histoire. Pour revenir un petit peu sur le parcours et vous donner un peu plus d'idées concrètes, parce que ce que je vous parlais aujourd'hui, c'était surtout la conduite du changement, comment on a fait ce changement-là. Mais mon histoire chez MongoPay Litchi, 2018, quand j'ai rejoint l'aventure, on faisait 75% d'automatisation et 25% d'observation. J'étais l'unique QA pour une équipe de 9 développeurs côté MongoPay et 9 développeurs côté Litchi. Donc clairement, pas beaucoup. 2019, on a commencé à être un peu plus nombreux. On était 2. Donc 2 personnes pour 2 entités. Et là, on a commencé à avoir 10% de revue des spécifications, 70% d'automatisation, et on a continué avec l'observabilité. 2020, la fameuse année où on a commencé à avoir une expansion. 4 QA pour 15 développeurs. Déjà, à l'époque, on a fait un beau changement. Mais surtout, le point à garder en tête, c'est que grâce au changement qu'on a réussi à faire, l'équipe QA a eu un siège comme membre du comité de direction. Et qu'à partir du 2020, mon équipe pouvait décider de ce que l'entreprise faisait ou pas en termes de stratégie. Vous imaginez l'ampleur. Et puis enfin, 2021. 2021, clairement, c'est l'année où on a concrétisé tout. On est passé du coup de 1 QA en 2017 à 14 QA répartis en 5 pôles pour 25 développeurs. Et là, le ratio commence à être vraiment intéressant. Et puis, on continue à être membre du comité de direction, mais on a également réussi à créer un nouvel comité de direction. Un nouveau comité de direction qui était, lui, spécialement pour la qualité de service. C'était un comité de gestion d'incidents.
qui était du coup tous les mois avec les fondateurs et les administrés de l'entreprise pour voir les coûts de la non-qualité et de voir comment on pouvait surmonter ça d'une manière collective et stratégiquement, comment ça pouvait faire avancer l'entreprise. Et donc, voilà, 2021, l'histoire s'est terminée pour moi avec MongoPay et Litchi pour une nouvelle aventure. J'espère que ce talk vous a donné des idées de comment semer une nouvelle culture dans une organisation. Je vous remercie en tout cas pour l'écoute. Je vous écoute pour vos questions. Et si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à me suivre du coup sur LinkedIn ou encore Twitter. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'est une question très intéressante. En effet, en fait, quand j'ai commencé au départ, je me concentrais surtout sur, on va dire, la qualité d'expérience, mais surtout sur la partie produit. Donc, qu'est-ce que nous, on faisait en termes de fonctionnalité? Et plus le temps avançait, et vous pouvez d'ailleurs le voir ici, je parlais de qualité de services externes, on commençait à voir la qualité également de notre support, par exemple sur la partie SLA. Est-ce qu'on arrivait du coup à joindre nos SLA, à être à la hauteur du coup des engagements que nous avons pris? Et donc c'est pour ça que, en effet, en ayant rejoint le comité de direction, j'avais élargi le scope de la qualité pour le penser en termes de qualité globale pour l'entreprise. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, MongoPay est donc comme je le disais, c'est un service de paiement. Le produit était divisé sur plusieurs, on va dire, supports. On avait une plateforme, un dashboard pour les clients, pour qu'ils puissent suivre leurs transactions. Mais on avait surtout, le plus intéressant pour nous, c'était notre API. Et donc du coup, la plupart de nos tests fonctionnels étaient sur l'API. Pour l'API, on utilisait un outil qui s'appelle Runscope, donc c'est un outil d'automatisation. Et pour la partie front, donc tout ce qui est dashboard, site vitrine, etc., on utilisait un outil qui s'appelle Ghost Inspector, donc qui est en fait un outil qui est du no-code et qui reposait sur du Selenium. Et donc du coup, voilà. Mais sinon, on faisait également des tests de performance. Et là, on utilisait JMeter. Voilà. Alors, dans les tests automatisés, il y a plusieurs couches. On va dire les couches qui étaient les plus proches de l'applicative, c'était pour les développeurs. Typiquement, les tests unitaires, les tests d'intégration, c'était les développeurs qui les faisaient. Tout ce qui référait à l'expérience de l'utilisateur, donc comme si un utilisateur lambda arrivait sur la plateforme, cette partie-là, par contre, elle était en effet développée par mes équipes. Avons-nous encore des questions ? C'est une bonne question. Parce que clairement, on n'avait pas du tout la même organisation au départ qu'à la fin.
Et c'est ça aussi qui a contribué, même si j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est aussi ça qui a grandement contribué du coup au changement de la culture. Au départ, comme j'étais la seule QA, puis après on était 2 QA pour 9 devs, 10 devs, donc on était dans l'équipe produit et on travaillait avec eux. Donc du coup, on avait 2 feature teams et donc nous, on travaillait avec les 2 feature teams. Et après, on commençait du coup à restructurer, que ce soit côté produit, développement, mais aussi QA. Donc on a fait vraiment une restructuration globale, donc c'était pas que l'équipe QA. Et là, on avait pris le parti de se dire, on va faire 3 feature teams, et pour chaque feature team, on va mettre des QA dédiés. Et donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, on avait des développeurs, des QA et du product dédiés pour la feature team. Et après, bien sûr, on avait des chapters, je ne sais pas si ça vous parle, donc du coup plutôt des communautés de connaissances qui étaient du coup au niveau des spécialités. Par exemple, pour les équipes QA, on avait un chapter QA pour que du coup les équipes QA, mes équipes, ils puissent continuer à travailler ensemble au quotidien, avoir des points d'échange et pouvoir grandir ensemble sur leur spécialisation. Voilà, je ne sais pas si ça vous répond à la question. Oui, oui, totalement. On était en mode agile, on avait des sprints de 2 semaines. Donc voilà, on avait des sprints qui commençaient tous les jeudis et qui finissaient tous les jeudis. Et après, bien sûr, on faisait toutes les cérémonies, on avait des daily, et du coup, au départ, les daily étaient pour toutes les équipes. Et après, quand on a splitté en feature team, en squad, etc., là, on a commencé à avoir des daily. En tout cas, les daily, les rétros, etc. Bien sûr, on avait tout splitté par rapport du coup à la nouvelle organisation. Exactement, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai parlé du time to market au départ en termes d'objectifs que je vous ai partagé. Le time to market, moi, quand j'avais rejoint, il était à 30 jours, comme je l'ai dit. Et à la fin, il était à 30 jours et dans lequel il n'y avait même pas la QA. C'est ce que je vous ai dit, on était totalement hors des process. Et à la fin, quand je suis partie, du coup là au mois de juin, on a commencé à avoir des time to market qui arrivaient même jusqu'à 4 jours pour certaines équipes, donc pour certaines feature teams. Et dans les 4 jours, il y avait également l'automatisation. Donc en fait, on avait totalement réussi à faire la partie shift left. Et donc en fait, la partie automatisation était devenue partie prenante de la definition of done. Donc vraiment, pour nous, on ne pouvait pas dire qu'une feature était finie, terminée, prête à aller en production, si l'automatisation n'était pas faite également. Au même moment que le lancement du sprint. Donc en fait, quand on lançait le sprint, on lançait automatiquement le développement des features et aussi le développement des tests automatisés. Donc en fait, on parallélisait les deux. Vous allez me poser la question, comment vous faites ? La chose qui est facile quand on a une API, c'est que c'est très simple. On sait très très bien qu'est-ce qu'on va requêter, qu'est-ce qu'on va avoir en théorie. Du coup, on avance entre guillemets en théorie côté QA sur l'automatisation, parce qu'on va automatiser des choses, mais on ne va pas pouvoir forcément les tester. Et au fur et à mesure de l'avancement dans le sprint, dès qu'on a la fonctionnalité qui est prête côté développement, on va la déployer sur un environnement, tester nos tests et tester la fonctionnalité. Et donc ça nous permettait vraiment d'avancer d'une manière parallèle. Et pour ce qui était du front d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi avoir la question là-dessus, c'est que du coup on avait également réussi à se dire, pendant la phase de spécification de la feature, on spécifiait également tous les sélecteurs, par exemple, qui étaient nécessaires à l'automatisation. Du coup, on était en capacité d'automatiser avant même que le développement soit fini. Ça dépendait. On avait bien sûr on avait des tests d'intégration. On avait les tests d'intégration qui tournaient avec des sanity checks. Et après, sur le build qui est en cours de développement, tous les soirs, on avait le nightly. Donc, on avait nightly tous les soirs. Et après, quand on avait mergé, quand on finissait le sprint et qu'on mergeait l'ensemble du coup des branches sur la branche du sprint, là, du coup, on lançait une non-régression du coup en cours de la journée et ça nous prenait même pas 30 minutes. Voilà.
Alors, il y a eu cet objectif de time to market, il m'a suivi jusqu'au dernier moment. Clairement, là-dessus, on voulait toujours aller faire mieux parce qu'en fait, ce qu'on visait, entre guillemets, sans vouloir absolument le dire devant tout le monde, en tout cas dans l'entreprise, moi et le CTO et le CPO, on voulait absolument avoir le continuous delivery parce qu'on savait que c'était ça aussi notre enjeu. Donc on a réussi à avoir les 4 jours. Après, bien sûr, ce qu'on faisait à la fin, c'est qu'on n'avait plus ce time to market pour l'ensemble de l'entreprise, parce qu'on commençait aussi à avoir des microservices, on commençait à avoir des squads, etc. Donc, en fait, on avait vraiment cet indicateur qui, en fait, en réalité, nous donnait une vision de la productivité des équipes par rapport, du coup, à chaque équipe. Donc, par exemple, on avait une équipe qui était sur la partie payment. Donc, eux, on savait que leur partie était la plus dure. Donc, ils étaient plutôt autour de 13 jours de time to market. Les équipes qui étaient plutôt sur la compliance, ils avaient un microservice, ils avaient plutôt des choses assez faciles, entre guillemets, en termes de flow de développement. Et eux, en 4 jours de time to market, ils étaient très bien. Donc voilà, donc vraiment, on allait prendre l'objectif et on l'a plutôt même réparti, on va dire, divisé. Pour la partie gestion des incidents, donc on a dit 100% des incidents sur les services externes. Donc la première année, on s'était donné ça et on a réussi. On a vraiment réussi à avoir 100%. Et ce qu'on s'était dit par la suite, c'est qu'on commençait à se dire, c'est plus que les services externes, on va dire, à la fin. On veut juste détecter les incidents à la fin, mais même au début, dans l'entrée de la relation, on veut par exemple nous assurer que 100% de nouveaux partenaires, on a des SLA avec eux qui sont revus et validés par les équipes QA. Par exemple, des choses comme ça. On a également la dernière année dans laquelle j'ai travaillé, donc là, 2021, on a commencé également à avoir des objectifs en termes de SLO. Donc on s'en concentrait plus par rapport à nos SLA uniquement, mais en fait, on s'est donné des objectifs internes en termes de qualité de service qu'on voulait que les équipes atteignent. Par exemple, sur nos SLA, on avait... quand on avait des incidents très graves, il fallait que les équipes support répondent au bout de 2 heures. Mais on s'était donné comme objectif interne qu'au bout de 45 minutes, il fallait que les équipes internes aient fait au moins une seule communication. Donc vous voyez vraiment, c'est en fait ce que je vous ai partagé là, c'était l'ADN initial et qui nous a suivis tout le long du coup de ces 4 années, après en allant plus en détail et en allant du coup chercher encore plus loin au fur et à mesure qu'on avançait dans l'aventure. Avons-nous d'autres questions ? Très bien. Et ben, en tout cas, moi, je vous remercie. Merci beaucoup à Agile Tour, Sophia Antipolis pour l'invitation et pour les sponsors également. Et puis, je vous dis très, très bon après-midi à vous. Et voilà, peut-être à bientôt. Merci.